Maura Murray est née le 4 mai 1982 à Anson, au Massachusetts. Cette jeune femme de 21 ans étudiait les soins infirmiers à l'Université du Massachusetts à Amherst. Selon toutes les apparences, elle était quelqu'un sans histoire. Contre toute attente, elle a disparu dans des circonstances inexplicables le 9 février 2004. À mesure que l'enquête pour la retrouver avançait, il a été découvert que sa vie était plus ou moins stable. Les problèmes semblaient la poursuivre. Voici l'histoire de la mystérieuse disparition de Maura Murray. Maura Murray est la quatrième de 5 enfants. Son père se nommait Frédéric Murray et sa mère Laurie. Lors du divorce de ses parents, elle a vécu avec sa mère dès l'âge de 6 ans. Elle est diplômée pour ses études secondaires à l'école Whiteman Anson. Aucun événement majeur n'est signalé durant ces années concernant Maura. Elle semblait très stable et poursuivait ses études. Elle est admise à la légendaire école militaire de West Point, dans l'État de New York. Ses études sont très bien engagées. Elle complète presque sa première année en génie chimique, lorsqu'une faute de sa part va venir complètement bousculer sa vie. Lors d'un voyage en compagnie de d'autres étudiants, elle est surprise à voler du maquillage d'un montant d'à peine 3 €. Bien que ce larcin est mineur, les conséquences pour Maura vont être catastrophiques. L'Académie militaire de West Point existe depuis 1802. Elle est parmi les 3 écoles les plus prestigieuses du pays. Un code d'honneur doit être suivi méticuleusement. Maura Murray a violé le code d'honneur de l'Académie, qui ne peut laisser passer un tel écart. Pour lui éviter une mauvaise réputation qui pourrait lui causer des ennuis pour s'inscrire dans une autre école, West Point accepte sa démission plutôt que le renvoi. À partir de ce moment, la vie de la jeune femme semble basculer. Maura s'est inscrite à l'Université du Massachusetts. Elle étudiait les soins infirmiers. En début de nuit, le 9 février 2004, la jeune femme fait des recherches Internet pour un futur déplacement. Elle semble avoir l'intention de se rendre à Burlington dans le Vermont, en passant par les hautes terres des Berkshire, qui sont à l'ouest du Massachusetts. Il ne se passe plus rien durant la nuit. À 13 heures, elle envoie un message curieux à son ami de cœur. Elle lui dit qu'elle n'a pas envie de lui parler et qu'elle le contactera en soirée. Elle appelle une entreprise de location qu'elle connaissait déjà. Le court appel n'aboutit à rien et demeure sans suite. Maura est active. Dès 13h13, elle appelle un camarade de classe. Un appel dont la teneur est inconnue. Les activités de Maura Murray sont très mystérieuses en cette journée du 9 février. Elle informe l'université qu'elle doit s'absenter une semaine pour cause de décès dans sa famille. Elle promet de recontacter son superviseur dès que possible. Il est révélé par la suite que Maura a menti. Il n'y avait aucun décès dans sa famille. Sa mystérieuse journée se poursuit. Elle appelle un numéro pour des réservations dans un hôtel à Stowaway, une municipalité du Vermont. Elle appelle son petit ami rapidement et lui confirme qu'elle va le rappeler en soirée. En cette journée de février, Maura Murray se comporte de manière complètement irrationnelle. Pour une raison inconnue, elle semble qu'elle a le projet de se rendre dans un endroit improbable au Vermont qu'elle ne semble visiblement pas connaître car elle consulte les cartes sur l'Internet. Elle semble éviter son petit ami et lui promet à 2 reprises qu'elle va l'appeler. Elle est très active dans une série de téléphones qui semblent sans suite.
Maura a mis ensuite divers objets dans sa voiture pour les besoins de son voyage. Toutes ses affaires laissées dans sa chambre étaient emballées dans des boîtes et plus rien ne traînait sur les murs. Est-ce que Maura préparait un départ définitif? Il est impossible de le déterminer. Un mail imprimé a été retrouvé dans sa chambre, faisant état d'une possible infidélité de son ami, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle lui avait dit qu'elle n'était pas d'humeur à lui parler. Elle a quitté le campus à 15h30, ce qui est une heure tardive pour entreprendre une longue route. Elle est à bord d'une voiture Saturn noire 1996. À 15h40, elle retire 280 $ d'un guichet bancaire. Les caméras montrent que Maura semble seule. Par la suite, elle va acheter pour 40 $ d'alcool. À 15h50, elle quitte définitivement Amherst. À 16h37, elle vérifie sa messagerie. Ce sera la dernière action de Maura avec son téléphone. À 19h27, la voiture Saturn de Maura Murray a frappé un banc de neige sur une petite route dans la localité de Woodsville, dans le New Hampshire. Maura aura donc roulé pendant 4 heures avant que cet accident ne survienne. Le choc semble avoir été brutal. La voiture est très endommagée et inutilisable. Le phare gauche est cassé et le radiateur est complètement déplacé. Le pare-brise avait aussi subi des dommages. Une femme de Woodsville aperçoit la voiture non loin de chez elle. Elle appelle le bureau du shérif pour signaler l'incident. Elle affirme avoir vu un homme sur les lieux qui fumait une cigarette, mais elle revient sur ce témoignage par la suite. Un homme habitant les environs s'est arrêté pour demander à Maura si elle avait besoin d'aide. Elle a refusé, disant que tout allait bien, qu'un service de dépannage était déjà en route. À son arrivée à la maison, par acquis de conscience, il préfère appeler la police pour signaler l'accident. On lui répond que des agents sont déjà en route. Les policiers arrivent à 19h46 sur les lieux. Ils constatent que la voiture est fortement endommagée. L'endroit est désert. À l'intérieur, ils retrouvent la plupart des objets que Maura avait emmenés avec elle. Des effets personnels, des bijoux, un animal en peluche et son tracé qui indiquait la route à suivre dans le Vermont. On ne retrouve pas la carte bancaire et le téléphone de Maura qui est absente. Le citoyen, chauffeur de bus, qui avait offert de l'aide à Maura Murray, était revenu sur place. Il a aidé les policiers qui ont effectué de brèves recherches dans le périmètre de la voiture. À 20 heures, les pompiers sont arrivés sur les lieux pour le nettoyage. La voiture est remorquée à 20h49. À 21h30, un policier fait une découverte intrigante. Un chiffon est retrouvé dans le tuyau d'échappement du silencieux de la voiture. À ce moment, toutes les options sont envisageables, mais on va rapidement se rendre compte que l'on est en face d'une disparition plus que mystérieuse. Maura Murray est disparue sans laisser de traces. Il semble qu'avant de disparaître le 9 février 2004, que Maura Murray vivait des épisodes troublants dans sa vie. Depuis son malheureux larcin, lorsqu'elle étudiait à West Point, la vie de Maura semblait prendre une mauvaise direction. Elle vivait de manière instable. Toutes sortes de problèmes semblaient se pointer dans sa vie, et il semble qu'elle n'était pas maître de la situation. Les événements précédant sa disparition
semble indiquer que le larcin dont elle s'était rendue coupable à West Point était loin d'être un cas isolé. Morat semblait très instable depuis ce fâcheux incident. En novembre 2003, elle a utilisé une carte de crédit volée pour se payer des repas dans des restaurants. Elle s'en est tirée sans aucune poursuite car elle a fait amende honorable par la suite. Le 5 février 2004, après une discussion téléphonique avec sa sœur, Morat est en pleurs. En fin de soirée, son supérieur au dortoir de l'université a témoigné qu'il l'avait retrouvée alors qu'elle était dans un état d'égarement. Elle ne semblait plus être elle-même. Morat lui aurait affirmé que c'était sa sœur Kathleen qui était la cause de ses tourments, sans en dire plus. On saura des années plus tard que Kathleen avait révélé à Morat qu'elle avait été entraînée par son amie à boire alors qu'elle était alcoolique abstinente. Il est curieux que les problèmes de sa sœur aient chagriné Morat à ce point. Est-ce que sa sœur Kathleen était vraiment la cause de sa tristesse? Avec tous les problèmes qui s'accumulaient dans sa vie, il est permis d'en douter. Morat avait déjà bien de déconvenues à gérer. Les malheurs de Morat ne s'arrêtent pas là. Son père vient la visiter le 7 février. Ils passent tous les deux la journée ensemble. En fin de soirée, Frédéric Muret rentre à son motel et prête sa voiture Toyota à Morat pour qu'elle puisse se rendre à une fête avec une amie. À 3h30, elle a un accident et endommage fortement la voiture. Morat est raccompagnée au motel de son père par le policier qui a rédigé le constat. Elle y passe le reste de la nuit. Elle appelle son petit ami par la suite, mais avec le téléphone de son père. Rien ne filtrera de cette discussion. Frédéric Muret se loue une autre voiture et raccompagne sa fille au campus de l'université. Les réparations de la voiture seront couvertes par l'assurance. Ils doivent refaire contact pour une déclaration à l'assurance le lendemain. 2 jours plus tard, les agissements de Morat, le 9 février, continuent de poser question. Sa fausse déclaration à l'université qu'elle doit s'absenter pour cause de décès dans sa famille, son refus de parler à son petit ami qu'elle semble fuir, une destination improbable au Vermont qu'elle ne connaît visiblement pas, et enfin tous les effets de son appartement qui sont emballés dans des boîtes semblent suggérer que Morat Muret est dans la fuite. Morat n'a rien dit à ses proches concernant ses projets. Elle voulait donc que son départ soit tenu secret. Mais dans quel but? Morat fuyait-elle réellement quelqu'un ou une situation qu'elle ne pouvait affronter? Son achat pour 40 $ d'alcool semble être la preuve qu'elle vivait des moments difficiles. Les policiers sur les lieux de l'accident ont découvert des traces de vin rouge à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture et une bouteille de bière vide. Des bouteilles d'alcool achetées avaient disparu. On peut en déduire que Morat Muret était sous l'emprise de l'alcool lors de son accident. La voiture a quitté la chaussée, a percuté un arbre et s'est retournée en sens inverse, ce qui indique que Morat roulait à grande vitesse. Elle a par la suite demandé à l'homme du bus qui lui offrait son aide de ne pas signaler l'accident à la police. Le chiffon retrouvé dans le tuyau d'échappement du silencieux de la voiture semble indiquer une tentative de suicide, quoique l'endroit choisi ne concorde pas du tout avec une telle intention. Tous les faits énumérés dans la vie de Morat Muret les 3 mois précédant sa disparition sont des plus intrigants. Le lendemain, 10 février 2004,
on publie une annonce avec la photo de Maura Murray avec sa description. Elle est considérée comme disparue. Son père est contacté, lui annonçant la disparition de sa fille. Kathleen, son autre fille, le contacte par la suite. Frédéric Murray arrive le lendemain, où des recherches sont déjà débutées pour retrouver sa fille. Un chien pisteur suit l'odeur de Maura pendant 100 mètres avant de perdre sa trace. Les enquêteurs émettent l'hypothèse que c'est à cet endroit que Maura est montée dans une autre voiture. Le petit ami de Maura Murray, Bill Rauch, arrive en compagnie de ses parents à 17 heures le 10 février. Les enquêteurs ont un entretien avec lui en privé. Il est interrogé une seconde fois, mais cette fois-ci en compagnie de ses parents. Rauch allume son téléphone portable qu'il avait éteint lors de son vol. Il retrouve un message dans sa boîte vocale. Il prétend que c'est Maura qui sanglote, mais rien ne prouve cette affirmation. Frédéric Murray et Bill Rauch donnent une conférence de presse le 12 février. L'affaire fait grand bruit dans les journaux. La police émet l'hypothèse pour la première fois que Maura était peut-être en état d'ébriété. Le chauffeur du bus, qui est le dernier à avoir parlé à Maura, affirme de son côté qu'elle semblait en possession de ses moyens. Le 19 février, le FBI déploie ses imposants moyens pour rechercher Maura Murray. Des chiens pisteurs, des hélicoptères avec caméras infrarouges et des agents spécialement formés pour la recherche de personnes disparues. Malheureusement, les recherches sont vaines. La jeune femme demeure introuvable. Le 2 mars, la famille Murray quitte les lieux. Frédéric Murray, quant à lui, choisit de revenir sur les lieux chaque week-end à la recherche de sa fille. En juillet de la même année, on organise une 4e battue pour retrouver Maura. Mais encore une fois, les recherches n'aboutissent à rien de probant. Les objets personnels de la disparue sont analysés en laboratoire, mais on ne trouve aucun indice pour aiguiller l'enquête dans la bonne direction. Malheureusement, Maura Murray a disparu. Rien de concret ne permet d'émettre une théorie. La jeune femme s'est envolée. Frédéric Murray n'a jamais perdu espoir de retrouver sa fille. En 2019, il annonce aux médias qu'il y a une nouvelle piste dans la disparition de sa fille. Des chiens pisteurs avaient amené les policiers aux abords d'une maison qui se trouvait près de l'accident de Maura. Les propriétaires avaient toujours refusé de laisser les autorités rentrer dans leur maison. De nouveaux propriétaires ont finalement accepté et ont permis aux enquêteurs de fouiller dès le printemps partout où ils le désiraient. Des morceaux de béton ont été découpés. Un radar pour scruter le sol a été utilisé. Une fois de plus, ces recherches n'ont mené à rien de concret. Maura Murray ne se trouvait pas dans cette demeure. Il semble que le dernier espoir de Frédéric Murray s'est envolé. Lance Ristierma et Tim Pillery ont réalisé un documentaire, La disparition de Maura Murray. Ils émettent l'hypothèse qu'elle pourrait se trouver à Sherbrooke, au Québec, Canada. Ils ont collaboré avec l'écrivain James Renner, qui a enquêté sur cette affaire. Ils se sont promenés dans le centre-ville avec des affiches montrant Maura. Ils demandaient aux gens s'ils reconnaissaient la jeune femme. Durant l'année 2013, ils ont visité une grande partie des cantons de l'Est
en plus de visiter Montréal, Québec et Beauharnois. James Rayner est celui derrière cette théorie. Il tente d'expliquer de quelle manière Maura Murray a pu disparaître aussi rapidement après que le chauffeur du bus lui ait parlé. Dans cette théorie, il n'y a pas d'acte criminel. Maura serait montée avec quelqu'un qu'elle connaissait. La route 116 se trouvait à proximité de l'accident. Rayner croit qu'elle a pu s'enfuir pour protéger un bébé à naître. La théorie de Rayner ne semble reposer sur rien de concret. Rien ne laisse supposer qu'une personne empruntant la route 116 a pu se diriger vers le Canada. Bien des destinations demeuraient possibles. Si Maura Murray avait voulu se rendre incognito au Canada, elle s'y est prise de la mauvaise manière, en attirant l'attention sur elle dès le 9 février. Elle ne pouvait sûrement pas prévoir l'accident violent qui lui est arrivé. On ne parvient pas vraiment à comprendre où Rayner a été chercher la théorie du bébé à naître. Maura ne se comportait sûrement pas comme une femme enceinte. Elle avait consommé de l'alcool avec une amie le soir où elle avait accidenté la voiture de son père, et encore une fois, 2 jours plus tard lors de sa disparition. Rayner prétend avoir reçu un mail de quelqu'un qui se prétend proche de Maura Murray. Ce mail prétend qu'elle voulait s'éloigner d'un petit ami violent. Cette personne lui aurait parlé de la fille de West Point qui est arrivée à l'université du Massachusetts, que beaucoup de gens au campus savaient qu'elle fuyait un petit ami violent. Encore une fois, ce ne sont que les prétentions de Rayner qui ne semblent pas très crédibles dans tout ce qu'il raconte. Aujourd'hui, il avoue qu'il ne croit pas vraiment que Maura Murray puisse se trouver à Sherbrooke, au Canada. Une théorie intéressante, qui semble beaucoup plus crédible, serait le triangle amoureux. Maura était fiancée au lieutenant de l'armée Bill Rauch et aurait fréquenté l'entraîneur adjoint de l'équipe d'athlétisme de l'université, Hossein Bagdadi. Maura n'a pas voulu parler à son petit ami la journée du 9 février. Des papiers retrouvés dans son appartement semblent laisser supposer à une infidélité de sa part. De fortes rumeurs décrivent Bill Rauch comme un harceleur qui n'acceptait pas que Maura voie Hossein Bagdadi. Ce triangle amoureux semble très mystérieux, car Hossein Bagdadi semble très discret, alors que Bill Rauch est connu. L'hypothèse que Maura Murray fuyait non pas un, mais 2 harceleurs a été évoquée. Une chose est certaine, la jeune femme fuyait quelque chose. L'après-midi du 9 février 2004, elle est partie dans le secret, sans le dire à ses parents, et en racontant un mensonge à son campus concernant un décès dans sa famille. La possibilité que Maura Murray ait fait une rencontre au mauvais moment demeure tout à fait envisageable. Son accident a peut-être été causé par quelqu'un qui la poursuivait et qui lui a fait peur. Effrayée, elle a peut-être cherché à s'éloigner de la voiture le plus rapidement possible. Dans cette éventualité, il est incompréhensible qu'elle n'ait pas frappé à une porte. L'alcool peut expliquer une mauvaise prise de décision. Maura Murray était une jeune femme de 21 ans qui a disparu le 9 février 2004 sur une route dans le New Hampshire. Maura cumulait les mésaventures depuis quelques mois. Elle a été surprise à voler une carte de crédit. Elle a volé des produits de beauté dans les magasins. Et elle a accidenté 2 voitures en 3 jours. Son supérieur au dortoir l'a surprise en pleurs le 5 février, soit 4 jours avant sa disparition. Maura a donné des explications très vagues concernant son chagrin. Le 9 février, contre toute attente,
elle a décidé de se rendre dans un endroit improbable au Vermont, un endroit qu'elle ne connaissait pas, car elle avait une carte pour la guider. Maura semblait fuir quelque chose ou quelqu'un qui lui faisait peur, mais elle ne s'est confiée à personne. Après un dur accident sur la route, elle a refusé l'aide d'un passant. Quelques minutes plus tard, à l'arrivée des policiers, elle était disparue. Toutes les recherches effectuées pendant des années n'ont jamais révélé le moindre indice pour guider l'enquête dans la bonne direction. La disparition de Maura Murray a passionné l'Internet et Facebook qui faisait ses premiers pas. On la reconnaît comme la première disparition qui a été traitée sur cette plateforme. Cette disparition demeure à ce jour irrésolue.